Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de l'Institut Louis Bachelier, le réseau de recherche partenariale en économie et finance. Aujourd'hui, ce webinaire est organisé en partenariat avec l'association Les Interpreneurs et est consacré à la transition écologique et et la réindustrialisation dans les territoires. Pour en parler, nous recevons Nadine Levrato, directrice de recherche au CNRS et titulaire de la chaire PEPIT, Planification écologique, politique industrielle et territoire, Marie Pouillon, gérante de la TPE MDL MECA et de Technofun, Ludovic Chevènement, président fondateur de la Green Tech Alpha Green, et enfin Catherine Martin, secrétaire nationale des Interpreneurs, à qui je donne la parole pour qu'elle nous dise quelques mots rapides sur l'association et le contexte dans lequel s'inscrit le sujet d'aujourd'hui. Catherine, c'est à vous. Merci. Donc, les Interpreneurs, c'est un réseau de dirigeants et de développeurs économiques français de tous horizons. Euh, ce qui a déclenché notre action, en fait, c'est la crise des Gilets jaunes et la découverte, en tout cas, euh, enfin, on s'est rendu compte que finalement, le modèle social français n'était pas financé, n'était plus financé. Ce qui nous a interpellés parce qu'on est au contact de PME quotidiennement et dans les PME, il y a énormément de savoir-faire et énormément de créativité. Donc, comment se fait-il que dans un pays où il y a autant de créativité, de savoir-faire, on n'arrive plus à financer notre modèle social? Et du coup, on s'y est collé. Euh, donc, depuis 7 ans, l'association procède par enquête. On a recueilli le témoignage de plus de 300, largement plus de 300 personnes impliquées dans l'économie. On a publié 3 rapports, euh, 3 livres rapports. Et puis, l'association accompagne à la fois les territoires et des entreprises. Donc, on est vraiment ancré dans le réel, on est vraiment sur le terrain. Et donc, on voit bien ce qui s'y passe. Néanmoins, on parle avec tout le monde. On a développé des partenariats bien, avec l'ILB, avec des associations d'élus, avec des groupements d'entreprises, notamment des pôles de compétitivité. Et on a également monté un cluster Entrepreneurs Solutions pour intervenir justement sur les territoires et dans les entreprises pour débloquer le potentiel. Euh, En fait, on a trouvé la réponse à la question du potentiel ignoré des entreprises. Euh, Partout dans le monde, les entreprises ont un écosystème bienveillant. Eh bien, en France, ce n'est pas le cas. En France, l'entreprise, elle est seule. Elle est seule. Voilà. Et elle fait plutôt, enfin, les gens se considèrent plus comme des concurrents que comme des partenaires. Et donc, tout notre travail consiste à faire circuler l'information. Une solution trouvée en Alsace peut très bien convenir à une entreprise basée à Montpellier. Euh, et donc, l'entreprise de Montpellier n'a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Enfin, chaque fois, on réinvente la roue. Et, euh, et donc, de susciter des écosystèmes bienveillants, de permettre aux gens de se parler et de travailler ensemble. D'où le nom Interpreneur. Voilà, je prends la Mer- parole. Merci Catherine pour cette introduction. Pour contextualiser notre sujet du jour, qui est la transition écologique et la réindustrialisation dans les territoires, il faut rappeler que l'industrie française a fortement reculé au cours des 40 dernières années, en passant de plus de 20% du PIB à peine plus de 10% en 2024, et ce qui a entraîné évidemment beaucoup de pertes d'emplois industriels. Néanmoins, en parallèle, la transition écologique peut être vue comme un vecteur d'opportunité pour réindustrialiser les territoires. D'ailleurs, d'après un récent sondage, 8 patrons de TPE-PME sur 10 estiment que la transition est incontournable et 9 sur 10 ont déjà entrepris des actions liées à la transition.
Donc là, entrons dans le vif du sujet dès maintenant en débutant avec Nadine Levrato, qui va nous apporter un éclairage de la recherche académique sur la transition écologique et l'industrialisation dans les territoires. Ensuite, nous aurons des témoignages de dirigeants d'entreprise, Marie Pouillon et Ludovic Chevènement. Nous prendrons ensuite des questions du chat. Nadine, c'est à vous. Bonjour, merci à toutes et à tous donc pour l'invitation à réaliser cette intervention auprès de vous. Alors, je partage mon écran, mais je suis un peu en aveugle là. Donc, est-ce que vous pouvez me dire si ça fonctionne, On, Riyad? on voit votre écran. On voit mon écran, super. Donc, tout va bien. Euh, je suis donc Nadine Levrato, je suis économiste, directrice de recherche au CNRS et, comme l'a dit Riyad, je co-dirige également la chaire PÉPIT, Planification écologique, politique industrielle et territoire, qui donc a été créée il y a quelques mois et qui est soutenu par l'Institut CDC pour la recherche et hébergée à l'ILB. Donc, elle a été créée en partenariat euh, entre un laboratoire CNRS de l'école des mines qui s'appelle le CEDP ex-CERNA depuis quelques jours et l'école urbaine de Sciences Po. Donc mon propos, ça va être celui de la transition écologique comme vecteur de réindustrialisation dans les territoires. Et je voudrais commencer par un petit point de vocabulaire parce que on a tendance à entendre utiliser comme synonyme des expressions, des termes qui pourtant recouvrent des réalités, des modes d'action, des types de politiques qui sont différents et spécifiques. Alors, le grand ancêtre, dirais-je, c'est le développement durable, hein, rapport Brundtland. On ne compromet pas le mode de vie des générations futures en privilégiant celui des générations présentes. En fait, c'est une finalité, hein, c'est une grande enveloppe, un métaniveau qui vise à concilier les trois piliers du développement que sont l'économie, le social et l'environnemental, de manière à préserver une planète habitable pour tous aujourd'hui et dans le futur. Plus récemment, on a eu deux vocables qui sont arrivés dans le débat. La transition écologique, qui est le plus connu, c'est une sorte de trajectoire, justement, un chemin qui amène à mobiliser différents niveaux de politique et d'usage et de comportement, c'est-à-dire que dans la transition écologique, on a plusieurs leviers qui sont actionnés, le levier énergétique, les matières premières, la manière de produire, de consommer, de se déplacer, et tout cela doit être mis en musique à un niveau local, c'est-à-dire qu'on voit ici poindre la dimension territoriale. Toutefois, dans cette transition écologique, c'est essentiellement de la transition énergétique dont il est question dans les plans et les programmes, et c'est une composante en fait hein, de la transition écologique avec différentes orientations de cette transition énergétique, la sobriété qui est la plus exigeante, l'efficacité, mais aussi des nouvelles énergies pour sortir des fossiles. Donc ici, vraiment, la focale est mise sur le climat et la souveraineté. Et dans les grands programmes politiques, qu'ils soient européens ou nationaux, de cette transition énergétique devrait résulter une bifurcation écologique qui est en fait le niveau le plus radical, hein, puisqu'il s'agit non seulement d'adapter,
mais aussi de restructurer les modèles socio-économiques, d'impulser des changements à 3 niveaux, économique, social et politique. Donc, c'est aller au-delà des simples questions de production. Et si vous écoutez attentivement les différents discours, d'autant que prochainement, on va entrer en phase de campagne électorale, vous verrez que même si les mots ne font pas forcément la différence, les contenus ne se réfèrent pas toujours aux mêmes choses. Alors, pourquoi la transition écologique de l'économie reste-t-elle d'actualité? Alors, j'ai envie de dire que cette intervention arrive à point nommé parce que on vient de traverser une période où on a bien compris que on avait encore beaucoup de chemin à parcourir pour lutter contre le changement climatique et s'y adapter. Les rapports du GIEC, qui soient internationaux, nationaux ou des groupes locaux, montrent que nos sociétés sont de plus en plus impactées par le bouleversement climatique. Et puis, il y a un aiguillon qui est quand même important, qui est celui du prix de l'énergie. Et à chaque crise, on se souvient que nos économies sont très dépendantes de l'énergie. On l'a vu depuis le choc pétrolier de 73 et récemment avec le blocage du détroit d'Ormuz, eh bien, on a une sensibilité à l'énergie qui, malgré tous les efforts et les programmes qui ont été faits, ne faiblit pas suffisamment, qui appelle donc une nécessaire transformation du modèle productif des entreprises et de l'ensemble de l'économie pour s'affranchir justement cette dépendance qui est vecteur de fragilité économique et sociale. Alors, les travaux du secrétariat général à la planification écologique montrent, ici c'est ce qu'on appelle un Mondrian, c'est donc un tableau avec des couleurs qui sont thématiques et des tailles de pavés qui sont proportionnelles au levier de décarbonation, et on voit ici que l'industrie, j'ai mis la flèche blanche dessus, est vraiment le domaine sur lequel il est et il sera encore dans les années à venir le plus important d'insister pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui, de manière unanime aujourd'hui, sont la cause des bouleversements climatiques que nous connaissons. Alors, il y a des choses qui sont liées à l'énergie, que je n'ai pas taguées. C'est tout ce qui relève de l'énergie, le biogaz, l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, l'isolation des bâtiments, donc tous ces éléments qui permettent d'améliorer l'efficacité énergétique, mais surtout d'impulser un mouvement de sobriété, puisque, comme le disaient plusieurs associations, l'énergie la moins polluante, c'est celle que l'on n'utilise pas, propos qui ont été repris, entre autres, par Jean-Marc Jancovici et autres commentateurs plus récemment. Alors, jusqu'à présent, le problème, c'est que, en effet, l'industrie a beaucoup décarboné en France, mais l'une des principales origines de cette décarbonation, c'est la désindustrialisation. Et donc, les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités de production en France, finalement, ont pour origine un mauvais levier, puisque produire moins en France, c'est bien sûr produire et générer moins de gaz à effet de serre, mais
on voit que le résultat pour le secteur, pour l'emploi, pour les exportations et bien sûr pour les territoires est globalement très négatif. Et d'ailleurs, pour la stratégie nationale bas carbone, euh, qui a été adopté récemment, on a un changement très important qui va permettre justement de travailler plus amplement sur la question de l'industrie. C'est que au lieu de raisonner au niveau des émissions territoriales, c'est-à-dire combien de tonnes de gaz à effet de serre économisées pour la France, on va raisonner en scope 3, c'est-à-dire qu'on va regarder aussi les émissions de carbone importées. Et donc, la désindustrialisation ne servira plus la cause de la décarbonation, puisque quand on désindustrialise, eh bien, ça veut dire qu'on produit davantage à l'extérieur, donc qu'on importe davantage de biens. C'est comme si on délocalisait nos émissions de CO2. Et par conséquent, la question, c'est de savoir eh bien, comment rapatrier certaines productions. Tout ne pourra pas être relocalisé, hein, entendons-nous bien. Réindustrialiser, pardon, ça ne veut pas dire faire comme avant, ça veut dire faire autrement, d'autres secteurs, d'autres usines, d'autres types de production, mais en tout cas, produire davantage sur le territoire national, ne serait-ce que pour éviter les émissions liées au coût au transport, pardon, qui sont des émissions massives et qu'on retrouve à différentes échelles, à l'échelle globale, lorsqu'il s'agit de faire venir des produits à partir des ports chinois, donc en porte-containers gigantesques, mais aussi au niveau intra-européen avec les camions et le fameux dernier kilomètre pour amener les produits importés des centrales d'achat jusque au plus près du consommateur. Je rappelle qu'aujourd'hui, le principal port français, entre guillemets, c'est le port d'Anvers. Donc, on voit bien que une grande partie de notre consommation, que ce soit du B2B ou du B2C, provient des importations et c'est là-dessus qu'il faut insister. Et donc, comment changer le modèle économique, comment comment opérer la transformation des activités économiques, quel type de modèle, comment les territoires aussi peuvent s'emparer de cette question, parce que évidemment les processus de transition ne seront pas les mêmes selon qu'on est dans une région très industrialisée comme certaines parties d'Auvergne-Rhône-Alpes ou des territoires très très ruraux comme dans le centre de la France. Donc toutes ces questions ne peuvent pas être traitées par des grands programmes top-down qui visent à créer des injonctions au niveau européen ou national et à considérer que automatiquement ça va percoler jusqu'au niveau des écosystèmes locaux. Il faut que il y ait une activation du niveau local pour rencontrer justement ces grands défis globaux. Alors, les principaux leviers de la décarbonation, eh bien, on voit ici que il faut des mix, hein. Il n'y a pas un seul outil qui puisse répondre à tous les défis. On retrouve ce que les économistes appellent la vieille règle de Tinbergen, un objectif, un outil. Et donc, sur ce graphique, on voit que il faut mettre en œuvre, mettre en place différents moyens pour atteindre cet objectif de réduction des émissions qui est la condition sine qua non pour ne pas dépasser alors les 2,5, 3, on parle aujourd'hui de 4 degrés d'augmentation des températures
culture moyenne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme moyen d'action? Et on voit que les producteurs, donc les entrepreneurs, vont être aux premières loges de ces politiques-là. Il y a tout ce qui relève de l'efficacité énergétique. Et là, c'est non seulement au niveau micro, c'est-à-dire les pompes à chaleur, enfin, tout l'isolation, mais c'est aussi les technologies aussi bien dans l'industrie que dans la production d'énergie. Il y a les sources alternatives d'énergie qui doivent évidemment être actionnées. Tout ce qui relève du captage et de la valorisation du CO2. Et là, on a un peu, dirais-je, l'aspect technosolutionniste qui intervient et qui constitue donc un axe pour améliorer l'efficacité énergétique. Mais il y a des choses qui sont moins techno, peut-être moins brillantes, mais qui sont au moins tout aussi importantes. C'est tout ce qui relève de l'organisationnel et des flux entre les entreprises et qu'on résume en général sous le vocable d'économie circulaire. Donc, comment faire en sorte que les entreprises et les collectivités locales et des consommateurs travaillent ensemble pour améliorer les boucles et moins dépendre de l'extraction de matériaux nouveaux et évidemment moins dépendre également de ces matériaux qui souvent ne sont pas disponibles sur le territoire français ou sur le territoire européen. Et en appui, on a des choses plus transversales, ce qui relève du numérique, bien entendu, et également ce qui relève du financement de cette transition. Alors pour cela, je disais tout à l'heure que les grandes injonctions, les grandes orientations nationales sont bien entendu nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Il faut agir au plus près des écosystèmes, au plus près des chaînes de valeur. Et donc, ça passe par une reconquête industrielle, si vous voulez, pour refixer sur le territoire national des écosystèmes entrepreneuriaux qui permettent d'avoir cette économie industrielle et territoriale, recréer ces boucles de production. Et là, j'ai mis l'exemple de ce grand territoire de Seine-Aval, où on a des communautés d'agglomération, des communautés de communes, donc des collectivités locales qui travaillent en interne et entre collectivités pour justement modifier le modèle économique sous-jacent. Alors, c'est un territoire que j'aime bien prendre comme exemple parce que c'est un territoire déjà extrêmement industriel, très énergivore et sur lequel justement les ingrédients de base, les composantes pour une transformation de l'industrie sont déjà présentes. On retrouve des programmes similaires autour de Rennes, par exemple, Nantes, Saint-Nazaire, autour de Lyon. Donc, on a vraiment des démarches aujourd'hui qui sont impulsées par les collectivités locales et qui vont dans plusieurs directions, c'est-à-dire l'aide aux entreprises et aux PME ou ETI pour réduire leur impact environnemental, mais c'est aussi de l'animation du territoire parce que eh bien, ces transformations ne se font pas d'elles-mêmes. Le marché n'est pas suffisant. Il faut des politiques pour embarquer les acteurs du territoire, dont les entreprises, et financer leur transformation. Donc, il y a des
des leviers importants pour cela, le fonds de transition juste, les zones industrielles bas carbone. Il y a aussi tout un programme de production d'énergie décarbonée, alors le nucléaire, l'éolien, les champs photovoltaïques, etc., qui doivent permettre justement d'opérer cette transition écologique. Alors, quelles sont les conditions pour réussir cette transformation? Eh bien, il faut d'abord bien connaître le terrain pour pouvoir initier une coopération entre acteurs. Et c'est là que intervient le fameux triptyque qui est fondé sur la coopération entre trois acteurs majeurs du territoire, deux acteurs réels, les entreprises et les décideurs locaux, et une espèce de grande enveloppe de méta-niveau qui est constituée des politiques publiques. Qu'est-ce qu'on attend des entreprises? Qu'elles innovent, qu'elles coopèrent dans des logiques circulaires et qu'elles investissent pour modifier leur modèle productif. Et c'est en cela qu'on peut les décrire comme étant des moteurs de la transition. C'est d'elles que viendra le changement. Elles peuvent pour cela s'adosser aux acteurs territoriaux de diverses natures, les chambres consulaires, des associations, des réseaux d'entreprises, des collectivités, qui sont là pour rendre possible la transformation des entreprises et des territoires. Ce sont des acteurs intermédiaires qui vont traduire en mode opérationnel des grands plans de transformation qui sont cadrés par les politiques publiques qui vont mettre en place les systèmes de financement. On voit qu'en ce moment, c'est compliqué avec beaucoup d'amputations budgétaires. Mettre en œuvre les réglementations incitatives et qui vont créer aussi les outils d'accompagnement. L'objectif de tout ça, eh bien, c'est de créer des boucles productives qui permettent de réduire les prélèvements primaires en favorisant le réemploi, le réusage. Et donc, l'autre avantage, c'est que quand vous créez ces boucles productives, eh bien, les entreprises vont avoir une dépendance mutuelle et ça réduit l'incitation à se délocaliser puisque on a déjà des clients, des fournisseurs sur place et donc on a moins besoin peut-être d'aller voir ailleurs pour faire des économies ou trouver des nouveaux débouchés. Mais évidemment, cela ne va pas de soi. Il existe des freins structurels qui proviennent de l'insuffisance de financement pour investir dans ces nouveaux modes de production. Vous avez tous remarqué, comme moi, que on nous annonce des dizaines de milliards d'euros pour créer des data centers, pour l'intelligence artificielle, alors qu'on peine à trouver de l'argent pour la lutte contre les pollutions ou pour financer la transition écologique des entreprises. Donc là, il y a vraiment une dissonance très forte entre ce qui devrait être fait et ce qui est observé. Il y a des difficultés à faire coopérer les acteurs parce que le fameux millefeuille institutionnel, les routines aussi en termes de production, le fait que les guichets d'aide sont compliqués à modifier, eh bien, les outils qui permettent de mettre en place des politiques régionales de transition comme les SRADET sont difficiles à actionner et il faut du temps pour mettre en œuvre le changement, d'autant que une coordination et une coopération, ça se décide pas de manière autoritaire. C'est vraiment une construction, c'est du temps, c'est de la confiance et donc on ne peut pas changer de braquet du jour au lendemain. Les trajectoires sont longues, d'où l'importance de partir
tôt. Et donc, plus on retarde, et on l'a déjà beaucoup fait, la transition, plus elle va être brutale et difficile à mettre en œuvre parce qu'elle sera plus subie que planifiée. Et c'est là qu'intervient la question de la volonté politique. On voit là aussi avec les décisions qui sont prises et qui montrent les tensions, pour ne pas dire les contradictions entre les différents objectifs de politique publique en France. Le backlash écologique, j'ai mis au niveau européen, mais il n'est pas que européen, il est international. Hein. Je vous rappelle le slogan de Donald Trump, Drill baby drill. Donc, il faut du pétrole, il faut forer, ce qui n'est pas très green dans la manière de faire. Les directives européennes de réduction de la portée des décisions sur le reporting environnemental, par exemple, ne sont pas non plus des signaux positifs qui sont émis à destination des entreprises. Et pourtant, beaucoup d'entre elles sont préoccupées par cette transition, prennent des actions individuelles et ne sont pas assez accompagnées. Et c'est donc la raison pour laquelle je plaide, enfin, et je ne suis pas du tout la seule, heureusement d'ailleurs, pour justement une intervention plus forte dans cette direction. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue, Riyad, sur mon intervention. Je vous remercie pour votre attention. Je vais laisser la parole aux entrepreneurs qui vont intervenir à la suite. Et pour avoir plus d'informations, je vous invite à aller visiter le site internet de la chaire Pépite, chaire-pépite.org, sur lequel vous trouverez plusieurs documents, plusieurs informations dans les domaines que je viens d'évoquer très brièvement. Je vous remercie de nouveau pour votre attention. Merci Nadine pour cet éclairage enrichissant. Donc pour résumer, les émissions industrielles ont fortement baissé en France, mais c'est plutôt dû à de la délocalisation. Que pour avoir une reconquête industrielle, il faut une logique d'animation des territoires, plutôt des plans, des actions territoriales plutôt que des plans nationaux et un soutien public important, sachant que les financements ne sont, enfin, on manque de financement en ce moment en raison des finances publiques en difficulté. Nous allons enchaîner avec Marie Pouillon, qui est gérante de la PME Meca MDL, spécialisée en mécanique générale, et de Technofun, qui fabrique et commercialise des véhicules de loisirs destinés notamment aux parcs d'attractions. Marie, vous êtes située en Haute-Loire, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et vous allez nous partager votre expérience de dirigeante sur votre adaptation à la transition écologique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement vos activités, nous dire comment justement elles s'inscrivent dans la transition écologique? Marie, est-ce que vous m'entendez? Marie, on vous a perdu, je crois. Marie, est-ce que vous nous entendez? Il y a un petit souci. On l'a peut-être perdu. Marie? Alors, il y a un petit souci technique. Nous patientons 30 secondes, le temps que Marie Pouillon puisse se reconnecter. Désolé pour ce petit problème technique. Ah, voilà. Marie, on vous avait perdu. Votre micro est coupé.
Est-ce que vous pouvez rallumer votre Ah micro? oui, Ah voilà. excusez-moi. Je ne Non, sais je pas vous en si prie. c'est les orages d'hier soir qui me jouent des tours sur ma connexion Internet. Alors, je ne sais pas à quel moment vous nous avez quittés. J'étais en train de présenter votre entreprise. Donc, vous êtes la gérante de la PME Meca MDL, spécialisée en mécanique générale, et de Technofun, qui fabrique et commercialise des véhicules de loisirs destinés notamment au parc d'attractions. Vous êtes situé en Haute-Loire, dans la région Rhône-Alpes, et vous allez nous partager votre expérience de dirigeante sur votre adaptation à la transition écologique. Pour débuter, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement vos activités et nous dire justement comment elles s'inscrivent dans la transition écologique? Oui, bonjour à tous. Donc Marie Pouillon, donc gérante de MDL Meca, une entreprise de 5 collaborateurs. Donc on fabrique en usine fraisage, tournage de pièces mécaniques en petite et moyenne série. Voilà. Et donc du coup, au travers de Technofun, on est fabricant français d'engins de loisirs d'été, le Dévalcart, le Rollerb et le Mini Dévalcart électrique. Donc ce sont des engins qui existent depuis les années 90 que j'ai racheté il y a 3 ans. Et donc, ce sont des engins, le Devalcart notamment est l'engin iconique de Technofun, qui est un Devalcart non motorisé qui dévale les pentes et remonte avec les infrastructures existantes, type téléski, télésiège ou télécabine dans les stations de haute et moyenne montagne. Voilà. Donc après, comment s'inscrit la transition écologique dans ma structure? Je dirais au sein de MDL Meka, la transition écologique s'inscrit donc déjà dans une petite entreprise, on est 5 collaborateurs. Euh, c'est des opportunités d'améliorer le process et je dirais aussi le quotidien. Donc, notamment par des petits gestes qui vont être de changer les translucides pour que l'atelier ait une luminosité naturelle. On a aussi pas mal, enfin voilà, j'ai pas mal investi, donc on a aussi fait donc les déstratificateurs au sein de mon entreprise pour viser les économies énergétiques et notamment au niveau du. Voilà, donc des petites modifications qui permettent, je dirais, aussi pour nous un confort de travail. Et puis au-delà de ça, d'avoir une vision à mon échelle de transition écologique et d'amélioration des enjeux environnementaux. Au travers de Technofun, ça a été aussi cette année le redesign d'un produit, pouvoir le repositionner sur le marché. Et au travers de ce redesign-là, c'est de viser une production locale, de viser des coques plastiques en plastique recyclé. Voilà. Et vraiment, donc c'est un produit donc fabriqué en France. Euh, Nadine en parlait tout à l'heure, le retour sur nos terres de fabrication aujourd'hui est importante. Alors, elle est pas évidente, mais voilà, moi vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur de garder ce produit-là fabriqué en France. Euh, Avec donc du coup des partenaires locaux, on a quand même énormément de savoir-faire qui nous entoure et on peut trouver les choses fabriquées en France. Très bien. Donc, du coup, pour résumer, la transition peut être une opportunité pour améliorer vos process, hein, et mettre en place de bonnes pratiques. Donc, vous essayez d'avoir des partenariats locaux et de produire en France. Mais il y a des difficultés, notamment au niveau de la compétitivité, qui reste un frein important. Ah oui, c'est sûr que c'est pas évident, hein. Tout ce que j'ai pu mettre en place dans mon atelier pour essayer de réduire l'impact environnemental, je l'ai tout financé par moi-même. Donc voilà, une fois encore, c'est un choix que j'ai fait et c'est un confort de travail pour mon équipe au complet. Mais voilà, c'est des financements qui sont quand même assez importants. Et puis la compétitivité aussi, au travers de choisir de fabriquer un produit français, c'est pas évident et c'est malheureux parce que même des fois, malgré la différence du coût de transport qu'on peut rencontrer,
on se rend compte que le produit fabriqué en France, il reste plus onéreux alors que ça vient de l'autre bout de la planète et qu'il y a quand même un transport qui est inconsidérable pour arriver jusqu'à chez nous. Mais voilà, je pense qu'avec des partenariats locaux, de la proximité, on arrive quand même aujourd'hui à, à essayer de trouver un peu de compétitivité. Et bah, tout ça pour... voilà, après, enfin, l'excellence aussi du produit français a son importance. Donc, on peut se permettre de sourcer local en justifiant d'un produit français. Mais voilà, faut quand même se rapprocher de partenaires de confiance et qui nous accompagnent dans notre projet pour avancer ensemble. Mm. Et du coup, vous faites aussi partie d'un cluster. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les avantages d'être dans un cluster pour une TPE comme la vôtre? Oui, donc moi je suis adhérente donc, de Mécaloire sur la région stéphanoise, un cluster auquel j'adhère effectivement depuis quasiment le jour de la création de mon entreprise, donc ça fera maintenant 12 ans. Et effectivement, adhérer à un cluster, pour moi, c'est très important. Parce que, bon, en tant que chef d'entreprise, ça permet de se déconnecter et puis d'avoir accès à plein de sujets dont on n'aurait pas forcément accès dans notre quotidien, et notamment la transition écologique en fait partie. Et puis, ben, l'avantage du cluster, c'est de créer un groupement d'entreprises, de s'entraider, de découvrir les savoir-faire qu'on a autour de chez nous, qu'on connaîtrait pas forcément et de pouvoir sourcer des partenaires locaux. Donc du coup, vous pouvez, au travers du cluster, justement, trouver des partenaires et avoir du sourcing local pas loin de chez vous. C'est bien ça. Tout à fait, c'est exactement ça. Si j'en prends le technophone au travers du Devalcare, donc ça fait un an que je suis en redesign produit. Et aujourd'hui, je suis super contente de pouvoir faire produire mon châssis par la société Ferial Matroc qui est située à 20 minutes de chez moi. Et ce partenariat s'est construit notamment au travers du cluster parce que mon bureau d'études MECA est aussi quelqu'un qui fait partie du cluster. Et donc, du coup, en se connaissant, on essaye d'aller chercher des compétences autour de nous et sur certains projets, cela aboutit. Et le châssis, pour moi, c'est la pièce maître de mon engin et ça reste la pièce la plus onéreuse. Et voilà, c'est... Et ça permet d'éviter des importations, du coup. Ah, tout à fait, Très c'est bien. sûr. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Donc, en clair, la transition écologique donc, constitue des opportunités, pas forcément sur le plan business, mais en tout cas au niveau managérial et industriel. Et l'union fait la force également en étant regroupée avec plusieurs entreprises de la même région. Ça permet de faciliter les choses. Tout à fait, Très bien. merci. Très bien. Je me tourne désormais vers Ludovic Chevènement, fondateur et président de la Green Tech Alpha Green, qui est située dans le Doubs, en Bourgogne-Franche-Comté, qui est spécialisée dans la dépollution de moteurs thermiques, de véhicules routiers et fluviaux, notamment. Ludovic, merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous revenir rapidement sur la genèse de votre projet Alpha Green? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci, effectivement, je suis Ludovic Chevènement. J'ai créé la société Alpha Green Développement en février 2020, issu d'un cursus très technique, enfin, dans la motorisation pour un constructeur automobile. En fait, j'ai passé toutes les habilitations, hybrides, électriques, GPL, etc. Donc, je connais les avantages et les inconvénients de toutes ces solutions. Et puis, sur la partie thermique, j'avais connaissance d'une problématique qui était liée à l'encrassement. En fait, pour faire simple, personne ne ramonne les moteurs, en gros. Et cette problématique fait que le moteur perd en efficacité énergétique, donc il consomme plus, il pollue plus, et c'est un vrai cercle vicieux. Il y a une usure prématurée des pièces, du coup il faut reproduire, remplacer les pièces, etc. Donc la partie augmentation carbone, elle est sur différents leviers, et c'est de ce constat-là que j'en ai développé la technologie qu'on a aujourd'hui. Donc je suis parti
d'une technologie, d'un système qui existait déjà, mais les résultats étaient très peu validés, enfin, c'était très peu concluant, mais j'ai tout amélioré ça pour en avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. Et puis, sur le modèle économique, etc., je voulais vraiment partir du terrain, en fait, parce que la transition énergétique, je pense que pour qu'elle puisse fonctionner, il faut qu'elle soit simple à mettre en place, économiquement viable pour qu'elle puisse être adaptée facilement sur les territoires, sur tous les territoires. Et c'est pour ça plutôt que de partir vraiment recherche et développement, ce qui est nécessaire, hein, mais sur des technologies qui seront peut-être disponibles dans 15, 20, 30 ans, j'ai voulu axer sur la motorisation thermique. Où il y a des moteurs thermiques partout, hein, en France, en Union européenne et sur tous les continents. Donc à partir de là, je voulais pas de produits chimiques, tout ça, donc on travaille à partir d'hydrogène, qu'on produit au fur et à mesure à partir d'eau déminéralisée. Et le brevet qu'on a dans 68 pays, en fait, on prend le contrôle du moteur avec l'électronique et on cible précisément où est accumulée cette suie qui se produit quand le carburant est brûlé, en fait. Et ensuite, on analyse les gaz d'échappement avant l'intervention et on commence l'injection d'hydrogène à l'entrée du moteur. J'ai fait toutes des recherches en laboratoire, etc., pour trouver à quel moment l'hydrogène avait une action sur la suie. Et à partir de là, on cible où est la suie, on commence l'injection d'hydrogène de manière précise par rapport à pas mal d'éléments. Et les techniciens suivent l'évolution des paramètres, appliquent les procédures et suivent l'évolution des paramètres en temps réel pendant la phase de nettoyage. Et quand tous les paramètres sont redevenus bons, on stoppe l'injection d'hydrogène et on réanalyse les gaz d'échappement. Et comme ça, on a toutes les données avant, pendant et après, que ce soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, tout ce qui est nocif à la santé, on a les données avant et après, et puis toute l'évolution des paramètres mécaniques. Donc en fait, j'ai développé ça pour l'automobile, puisque j'étais à l'aise avec cette motorisation. Et quand on a fait valider tous les résultats, on a redéveloppé la technologie pour le marché du poids lourd, des travaux publics. Et on a eu de la demande pour la plus grosse motorisation. Donc aujourd'hui, on sait faire du fluvial, ça a été évoqué, tous les groupes électrogènes, les engins de travaux publics, agricoles, les engins de carrière, etc. Du moment que c'est un moteur thermique, essence, diesel ou biocarburant, maintenant, justement pour la décarbonation, il y a de plus en plus de biocarburants qui arrivent, on sait intervenir. Très bien. Donc l'idée, Et c'était de trouver une technologie simple à mettre en place, sans investissements colossaux, et surtout qu'on peut dupliquer partout, parce que l'électrification, elle est nécessaire, il y a pas de débat là-dessus, mais même si en Union européenne, il y a une électrification du parc, de toute façon, tous les moteurs thermiques actuels aujourd'hui, et ça a été évoqué plusieurs fois, effectivement, en fait, si on regarde qu'à l'échelle de la France, effectivement, on peut décarboner, mais si on regarde pas ce qui se passe à côté, le résultat final, il sera pas forcément positif. Et du coup, tous les moteurs thermiques qui circulent aujourd'hui chez nous vont être vendus en Europe de l'Est ou en Afrique en export, donc vont de toute façon continuer à polluer. Donc, un des avantages de cette technologie, c'est que elle est adaptable partout, en fait, tout simplement. d'ailleurs, vous êtes pas mal à l'export aussi, hein, en Afrique, en Europe de l'Est. Ouais, c'est Comment ça. vos activités sont-elles compétitives justement sur le plan économique, hein? On a évoqué ce sujet-là, il a été évoqué par nos deux intervenantes précédentes. C'est un gros sujet. Pouvez-vous nous en dire plus là-dessus? Oui, alors c'est pareil, dans le cahier des charges que je me suis fixé au départ, je voulais que ça soit économiquement viable, justement pour que ça soit attrayant pour tous les propriétaires de véhicules. Et à partir de là, en fait, le simple nettoyage, en fait, génère déjà une baisse de consommation de carburant. Donc à partir de là, il y a un volet économique pour le coup assez rapide, un retour sur investissement assez rapide par le propriétaire du véhicule. Ensuite, on nettoie certaines parties de l'échappement. En fait, on fait baisser le coût de la maintenance des véhicules. Il y a des filtres dans l'échappement justement pour pas que toutes les particules partent dans l'atmosphère, sont stockées dans ce filtre et ce filtre, à titre indicatif, hein, pour une Peugeot, par exemple, à 180 000 km, c'est obligé de le remplacer. Et c'est 1 200 euros. Puis après, vous allez chez BMW, Audi, on passe à 2 000 euros. Sur les poids lourds, ça va entre 2 000 et 5 ou 6 000 euros.
Et sur les engins de travaux publics, ça peut monter jusqu'à 20 000 euros la pièce. Et ça, il faut le remplacer régulièrement, c'est dans les plans de maintenance, etc. Nous, on arrive à les nettoyer, ça. Donc, plus besoin de le remplacer. Ce qui fait qu'on vient améliorer le coût de la maintenance, en fait, du véhicule. Et en plus de ça, à force de confronter notre offre au marché, en fait, on a découvert quelque chose, c'est qu'on fait beaucoup de maintenance prédictive maintenant. Comme on prend le contrôle du moteur, on analyse tout ce qui se passe et on est capable de détecter des pannes avant qu'elles arrivent. Pardon. Un capteur, une sonde, en fait, avec l'électronique, c'est génial, mais un petit capteur qui indique une valeur incohérente, ça va modifier tout le fonctionnement du moteur et il n'y aura pas forcément de signe apparent qu'il y a un problème, mais dans les semaines, mois qui arrivent, ça va générer des problématiques et ça, nous, on est capable de le détecter. Donc, on a mis en place tout un protocole de conseil en maintenance prédictive pour que nos clients, on leur dise, bah, attention, sur tel véhicule, on a détecté ça, fais remplacer ce petit capteur parce qu'autrement, bah, tu vas avoir telle panne. Et du coup, là, les économies sont vraiment très importantes pour les clients parce que ça leur amène de la sérénité parce que on travaille beaucoup pour le monde des travaux publics et des transports. Donc, un véhicule qui est à l'arrêt, c'est de la perte d'exploitation, du dépannage, etc. Ça peut des fois arrêter tout un chantier. Donc le fait qu'ils anticipent ces pannes, ils maîtrisent l'immobilisation du véhicule et du coup, les factures sont généralement moins élevées quand, quand on fait remplacer le petit capteur en avance que quand le véhicule est en panne sur le chantier. Donc du coup, il y a des grosses économies à faire par rapport à ça. Très bien. Et selon vous, comment la transition écologique peut-elle se diffuser davantage dans les activités économiques des territoires? Eh bien, je pense que c'est quelque chose il y a plusieurs façons de faire. Bah, déjà, ça l'a évoqué plusieurs fois, mais effectivement, les entrepreneurs, les entreprises, déjà, ont un rôle à jouer dans leur politique d'achat, dans leur politique bah, comme ça avait été évoqué, bah, de trouver des partenaires plus proches, etc. En fait, il y a une vraie éducation à mettre autour de ça. Moi, je le vois avec nos clients, on a dû faire vraiment toute une phase d'échange avec les mécaniciens parce que quand c'est nouveau, bah, c'est pas toujours très bien accueilli. Donc, il y a toute une phase de pédagogie à apporter. Et en fait, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs niveaux. Il y a une partie très opérationnelle où là, il faut toute une partie pédagogie, expliquer pourquoi c'est pas juste nous, on a eu des mécaniciens où quand le dirigeant nous faisait appel à nous, les mécaniciens, c'était une lubie du patron, c'est encore un truc environnemental. Enfin, on a déjà entendu tout un, tout un tas de choses. Et donc après, quand on leur explique qu'il y a un vrai intérêt pour eux, en termes bah, d'efficacité sur leur job, qu'on amène un vrai outil en plus, bah là, du coup, c'est plus facile pour eux de le déployer. Et du coup, c'est un cercle vertueux parce que ils le déploient plus, donc du coup, on décarbone plus, et etc. Mais effectivement, il y a cette partie pédagogie. Il y a cette partie après au niveau un peu plus, comme ça a été évoqué, au niveau des politiques, pour donner un peu les grandes lignes avec les rapports CSRD, les démarches RSE, la note environnementale dans les marchés publics, etc. Ça, c'est des vecteurs qui sont forts pour pousser un petit peu les entreprises aussi à innover, à trouver de nouvelles solutions, plutôt que de prendre effectivement juste quelque chose par rapport au prix qui arrive de Chine ou de n'importe où et qui effectivement a un bilan carbone qui est colossal, quoi. Donc il y a vraiment une partie, je pense, enfin, en tout cas, c'est effectivement, il y a plusieurs niveaux pour que ça puisse avancer. Et puis après, il y a deux sujets parallèles. Il y a un sujet de recherche et développement sur vraiment de la technologie, bah, sortir du pétrole, il n'y a pas de débat, mais ça se fera pas comme ça. Donc en fait, il faut de la recherche et développement, financer de la recherche et développement pour des nouvelles technologies, pour des nouveaux systèmes. Mais en parallèle, il faut surtout pas oublier le côté pragmatique et court terme parce que si on veut des résultats, de toute façon, le court terme, on est obligé d'y passer. Euh, il aura un effet positif sur le résultat final si on le laisse ou pas. Merci pour Ludovic pour ce témoignage de terrain. Donc, pour résumer, la transition écologique passe par de l'innovation qui soit viable économiquement, un soutien public pragmatique et plus de pédagogie sur les avantages de la transition écologique à faire auprès des utilisateurs finaux notamment, hein. Ouais. Merci beaucoup pour
ce témoignage. Nadine Levrato, que vous inspire justement ces partages d'expériences de nos entrepreneurs en région? Eh bien, d'abord, je trouve que c'est deux expériences extrêmement intéressantes, dans des domaines différents, mais avec le même état d'esprit, j'ai envie de dire, qui euh, est à la base une volonté de l'entrepreneur, de la chef ou du chef d'entreprise de transformer l'entreprise, de transformer le mode de production et de répondre à des problématiques environnementales. Alors, c'est à la fois très beau, hein, puisqu'il y a cette forme d'engagement, mais il faudrait que même les entrepreneurs qui n'ont pas cette volonté personnelle aille aussi dans la même direction. Et c'est là qu'on trouve des éléments qui ont été mentionnés par Marie et par Ludovic, c'est-à-dire comment l'entourage de l'entreprise, que ce soit les clients, les fournisseurs, le marché, les acteurs locaux, peuvent aussi guider ou aider l'entreprise ou à la conforter dans ses choix technologiques. Et ça, c'était vraiment intéressant. On voit aussi la combinaison de différents gestes, les gestes du quotidien auxquels Marie faisait référence, mieux éclairer l'atelier, l'isoler, et puis des défis qui sont moins connus avec cette prise en compte de la résistance au changement ou d'un effet d'hystérèse, hein. Les moteurs thermiques existent toujours et donc il faut aussi penser à des innovations incrémentales pour bien améliorer leur rendement. Donc on est vraiment ici dans une logique d'efficacité énergétique. Donc, euh, le dernier point, c'est l'enjeu des financements. Et vous disiez, Riyad, tout à l'heure, qu'il n'y avait pas d'argent, que, en effet, la dette publique, le déficit budgétaire fait que il est difficile de trouver de nouvelles aides. Ben, là aussi, on pourrait penser recyclage et s'interroger sur la manière de rendre les aides existantes plus compatibles avec la transition écologique des entreprises. Il y a eu beaucoup de propositions émanant d'organisations représentatives des entreprises. J'ai en tête le mouvement Impact France, le CJD également. Il y en a certainement d'autres que j'oublie qui se sont prononcés en faveur de l'éco-conditionnalité des aides aux entreprises. Voilà, c'est peut-être une direction vers laquelle qu'il faudrait emprunter. Alors, il ne s'agit pas du jour au lendemain de dire que toutes les aides sont conditionnées par des investissements d'amélioration de l'efficacité énergétique ou de la sobriété matériaux-énergie des entreprises, mais en tout cas, tester le système, ce serait, à mon sens, pas inintéressant. Merci pour ces quelques pistes de réflexion, Nadine. Catherine Martin, une petite réaction après avoir entendu nos invités. Votre micro est débranché. Alors, non, le micro, on vous entend toujours pas. Il faudrait appuyer sur le... Ah, là, c'est bon. Bon, je disais, la conclusion de 7 ans d'enquête est que notre pays fait face à l'équivalent d'une crise écologique du fait des ambitions de la Chine, de la politique incertaine des États-Unis, de crises comme celle qu'on a traversée avec le détroit d'Ormuz ou des épidémies à venir. En fait, plus aucun approvisionnement n'est sûr, et ce, pour l'entreprise aussi bien que pour le citoyen.
Donc, il est impératif d'inventer une économie très peu dépendante des ressources naturelles, en particulier des hydrocarbures et des produits miniers, qui consomment euh, une économie qui consomme le moins possible, qui récupère et qui recycle au maximum. Euh, les circuits courts et la création de valeur sur place, c'est également un impératif. Et c'est effectivement ce que nous voyons apparaître depuis 7 ans, et sans que ça fasse énormément de bruit en fait. À titre d'exemple, on peut prendre le territoire de Montceau-les-Mines. Traditionnellement, Montceau-les-Mines, c'est un savoir-faire de construction de matériel ferroviaire. Quelques entrepreneurs au départ se sont réunis et ont créé le cluster Mécatim. Aujourd'hui, c'est 150 entreprises qui se sont mobilisées dans ce secteur. Et finalement, c'est là que s'invente la mobilité ferroviaire de demain. C'est aussi un marché énorme au niveau de la réfection des voies. Par exemple, simplement la SNCF, c'est 30 milliards d'euros. C'est 30 milliards d'euros. C'est un marché de 30 milliards d'euros. Et si on va un peu plus loin, par exemple, l'Afrique s'est montrée intéressée par la technique de Mécatim. En Afrique, on construit énormément de lignes de train, on les construit mal, ce qui amène énormément d'accidents vraiment terribles avec plein de morts. Et Mécatim, justement, a le matériel et le savoir-faire dont a besoin l'Afrique. Et alors là, je n'imagine même pas, je ne sais même pas chiffrer le marché de l'Afrique. C'est gigantesque. On peut parler aussi de Saint-Hermat, qui conçoit des matériaux augmentés à partir de poudres de toute nature, notamment en recyclant les matériaux de récupération et en valorisant les chutes de production. Ces matériaux ont des propriétés inédites qui intéressent des marchés comme le luxe ou l'outillage ou l'aéronautique, ou encore la défense. C'est une entreprise qui connaît un décollage de start-up. Et on voit bien que cette entreprise qui a basculé vers la nouvelle économie, eh bien, elle trouve effectivement ses marchés et elle se développe. Cette transformation est une chance pour notre pays. Il faut savoir que ramener notre PIB industriel à mi-chemin d'où il était dans les années 80. Dans les années 80, le PIB industriel représentait 20% de notre PIB total. Aujourd'hui, il n'en représente que 10%. Donc, si on augmentait de 5% simplement, ça veut dire 1 million d'emplois supplémentaires, ça veut dire plus de déficit pour la France et ça veut dire quasiment plus de dette. Donc, le changement, il doit partir de la base. Il ne se décrète pas. Le changement ne se décrète jamais. Il doit partir de la base, du savoir-faire de l'entreprise, de ses compétences spécifiques. Il doit partir des territoires. La condition nécessaire de succès est l'apparition de tissus économiques locaux, solidaires et dynamiques. Cela, encore une fois, ne peut pas être imposé, mais de premiers succès peuvent créer une dynamique contagieuse aux autres acteurs du territoire. Nous constatons aussi qu'alors que l'on attend que les multinationales abandonnent leurs engagements environnementaux, ce n'est pas du tout le cas des PME. Au contraire, lorsqu'elles font évoluer leur outil de production, elles veillent à les rendre le plus vertueux possible. En outre, leurs dirigeants qui souffrent de l'image que propulsent les médias ont à cœur de mettre en place une RSE et c'est aussi un moyen de fédérer leurs employés autour d'un projet commun.
De même, les projets d'écologie industrielle rencontrent également un franc succès. Je le répète parce que c'est important, ramener notre PIB industriel à mi-chemin d'où il était dans les années 80, c'est une augmentation de 5% du PIB global, c'est 1 million d'emplois en plus, c'est suppression du déficit et c'est amoindrissement de la dette dans des proportions gigantesques. Nous sommes vraiment à un point de bascule. L'ère de l'abondance est clairement terminée, quoi qu'en pensent certains. Commence maintenant l'ère, et depuis quelque temps d'ailleurs, l'ère de la rareté. C'est dans ce type de moment que le génie français a donné sa pleine mesure dans le passé. Alors, j'ai envie de dire, osons agir, imitons les bâtisseurs du Moyen-Âge, ouvrons la voie, osons nous unir pour bâtir la cathédrale économique et sociale de la France de demain. Merci beaucoup pour J'en ai cette terminé. Merci Catherine pour cette conclusion qui reprend pas mal d'éléments qui ont été abordés durant ce webinaire et notamment l'action territoriale, agir au plus près des entreprises et des territoires permettrait d'accroître la transition, en tout cas de la faire fonctionner, qu'elle fonctionne davantage. Merci beaucoup. Nous avons dépassé le temps imparti, donc nous allons devoir arrêter ce webinaire. Les discussions étaient très intéressantes. Et je rappelle que ce webinaire sera disponible en replay dans quelques jours sur le site de l'Institut Louis Bachelier. Euh, euh, je vous remercie beaucoup à tous les quatre d'avoir accepté de participer et de témoigner retrouver toutes les actualités respectives de chaque entreprise, donc Alpha Green et MDL Mecha et Technofun, d'un côté sur leur site web, et la chaire Pépite et l'association Les Entrepreneurs également sur leur site web. Merci beaucoup à tous les quatre et au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Merci. Merci, Merci, au revoir. au revoir. Au revoir, bon après-midi. Merci de même.